Aujourd'hui, je me retrouve près de Fontainebleau, dans l'atelier d'un artiste qui se nomme Miles Hyman, un nom à consonance évidemment américaine puisque ce sont ses origines. On va parler en fait de cinéma par le prisme du dessin de la peinture qui correspondent à votre travail originel. Miles Hyman, bonjour. Bonjour. J'ai eu le plaisir et le privilège de pouvoir compulser deux ouvrages qui font votre actualité, parmi lesquels donc aux éditions Casterman, il y a un livre qui est également un clin d'œil familial puisque c'est tiré d'une nouvelle qui a été écrite par votre grand-mère qui s'appelait donc Shirley Jackson. Le livre s'appelle La Loterie, mais vous avez une autre actualité et puis j'ai pas encore parlé des expositions. Vous avez sorti aux éditions Corrette en association, je crois, avec les artistes... les arts dessinés. Les arts dessinés, pardonnez-moi en fait. Je crois que c'est une coédition, voilà, qui est un magazine dédié aux arts dessinés, comme son nom l'indique. Et puis évidemment les éditions Corrette. On salue au passage Jean-Christophe Corrette, évidemment. Cet ouvrage s'appelle Solstice. Vous allez évidemment nous en parler également. Soyez le bienvenu à la radio du cinéma, Miles. Merci beaucoup. La première des questions que j'ai envie de vous poser, c'est qui êtes-vous? Et surtout, en fait, alors je suis évidemment un petit peu dans la confidence de ça, mais comment est-ce qu'on arrive à s'intéresser d'aussi près au monde graphique? Je crois que votre filière familiale a une incidence toute particulière, mais je vous laisse avec vos mots nous présenter tout ça. Alors, je suis né dans l'état du Vermont aux États-Unis, donc en Nouvelle-Angleterre, à peu près entre New York et Montréal. D'accord. Né dans une famille d'artistes, puisque déjà ma grand-mère, on en parlera tout à l'heure, ma grand-mère était autrice. Shirley Jackson. Shirley Jackson. Voilà, tout à fait. Mon grand-père, Stanley Edgar Hyman, était critique littéraire pour The New Yorker. Donc il y avait un va-et-vient permanent entre ce lieu bucolique dans les montagnes Green Mountains et la ville de New York, ce qui fait que c'était, tout en étant quelqu'un qui a grandi principalement à la campagne, il y avait toujours ce côté urbain dans notre activité quotidienne et surtout dans le milieu artistique dans lequel j'ai un peu grandi. Parce qu'il y avait après donc mes parents qui étaient Lawrence Jackson Hyman, qui était photographe et enseignant. Ça, c'était votre père. Ça, c'est mon père. Voilà. Et donc ma mère qui avait fait beaucoup de peinture dans l'école qui est juste à côté, Bennington College, où il y avait beaucoup de grands peintres du mouvement des expressionnistes abstraites. Helen Frankenthaler. Ce qui fait que j'ai grandi dans une atmosphère où être artiste et créer était un peu un travail normal. Ça sonnait comme une évidence. Oui, voilà. C'était jamais pour moi quelque chose d'abstrait, si vous voulez. J'étais à l'aise avec l'idée que les gens pouvaient très bien gagner leur vie en travaillant en tant que médecin ou avocat, ou bien faire d'énormes toiles et les amener à New York et les exposer dans les galeries. Tout ça, ça me semblait à peu près dans le domaine de possible. Et je me rends compte maintenant, avec le recul, à quel point c'est important, ces idées qu'on reçoit très jeune, par rapport aux options qu'on a devant soi en termes de métiers créatifs. C'est très juste ce que vous dites et merci de le souligner parce que bien souvent, quand on discute avec des réalisateurs ou avec des acteurs, etc., ces passions se révèlent finalement dans sa plus prime jeunesse et quelque part elles s'émancipent au fil des rencontres, etc., à la curiosité de chacun. Mais pour autant, en fait, j'ai envie de dire, les choses sont un peu écrites presque dès le début. Et vous nous en témoignez également. Alors, vous êtes, comment dirais-je, une sorte de traducteur aujourd'hui. Vous avez des yeux incroyables et donc vous avez la possibilité, on peut dire, de valoriser des scènes que vous observez et que vous retraduisez, que vous transcrivez finalement par le prisme de votre art qui est la peinture aujourd'hui. J'ai eu la chance de découvrir votre travail par ces deux ouvrages qui font l'actualité. Comment est-ce qu'on pourrait vous cataloguer? Parce qu'en même temps, vous êtes un peintre, mais vous avez une façon de révéler la lumière. Pardonnez-moi de vous élever à ce rang, mais vous êtes un véritable maître de la lumière. Merci. Vous avez un sens vraiment... Et c'est ce qui, je trouve, sert de relation par rapport à l'environnement du cinéma, dans lequel finalement la lumière, le sens de la composition sont des données prioritaires, on va dire, tout à ce qu'on appelle le narratif. Et je trouve que dans votre travail graphique,
on perçoit ces émotions-là. Je n'ai pas encore évoqué les personnages et les histoires, parce que la littérature, évidemment, est très présente, très prégnante dans votre travail. Ouais. Parlez-nous, si ça ne vous dérange pas, un peu de technique et de votre approche, finalement, de votre sensibilité par rapport à ce que vous donnez à voir aux spectateurs, parce que c'est véritablement un environnement, une conversation en silence, mais il y a véritablement une proximité. D'accord. Tout à fait. Je trouve que la lumière et la couleur, d'ailleurs, c'est vraiment les fils conducteurs qui marient en quelque sorte toute cette création, que ce soit la peinture ou la bande dessinée ou les dessins qui peuvent paraître dans la presse. Il y a cette préoccupation permanente j'ai envie de dire, la gestion de la lumière, parce que pour moi, la lumière est un outil qui permet de construire l'image. C'est l'élément qui va mettre en valeur un élément, qui va attirer notre attention sur un détail important, qui va animer un personnage d'une façon permanente, particulière. Donc, la façon dont l'image prend forme dans mon esprit, dans un premier temps, et après, dans un long processus d'esquisse, fait qu'effectivement, c'est un peu l'oxygène, si on veut, qui va faire vivre l'image. Et là, vous avez tout à fait raison d'évoquer le cinéma, puisque j'ai appris évidemment beaucoup en regardant la peinture, en peignant, mais j'ai aussi beaucoup appris en allant au cinéma et en étant inspiré par des grands maîtres, notamment du cinéma du milieu du siècle dernier. Et donc je suis un grand fan d'Hitchcock, de tous ces, de Elia Kazan, mais aussi des expressionnistes allemands, qui ont ensuite animé le film noir américain. Enfin, toutes ces influences-là se sentent dans ma création, et je pense que ça donne cet élément d'une narration implicite dans les images que j'essaie de créer. Et encore une fois, je reviens sur cette idée de fil conducteur, parce que pour moi, il y a certes une différence entre la bande dessinée et la peinture, mais il y a quelque chose aussi qui partage dans mon esprit. Dans la bande dessinée, on a cet élément de narratif qui est une vraie véhicule du récit. Dans la peinture, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Mais je mets en marche, dans mon esprit au moins, un peu les mêmes outils, d'une façon différente. Alors, parmi les références, évidemment, notamment au niveau de la peinture, on peut y percevoir un peintre comme Edward Hopper, par exemple. J'imagine que ça a un petit peu, comment dirais-je, créé un sillon en vous, une inspiration. Notamment, en fait, ce que j'ai pu y voir, c'est cette dimension de solitude, de vide, en fait, de silence. Ça, c'est quelque chose qu'on perçoit très, très fortement dans vos œuvres, qu'on perçoit également dans le travail de cet artiste. Parlez-nous de cette relation, cette inspiration. C'est vrai que c'est un artiste que j'admire beaucoup, pour toutes les raisons que vous avez évoquées. J'ai jamais cherché à m'inspirer directement de sa peinture, donc c'est toujours intéressant de voir que malgré tout, cette influence revient et est très, très, très visible pour beaucoup de gens dans ce que je crée. L'élément, effectivement, que vous évoquez, c'est comme si on captait un moment d'une intense réflexion chez la personne ou les personnes qu'on voit dans les compositions. Le fait qu'on sente que ces personnes ont une vie intérieure très riche, comme s'il y avait vraiment un foisonnement d'idées, mais qui restent en retrait pour que chacun puisse les interpréter à sa façon. Et je pense que c'est ça, peut-être plus qu'autre chose, que je cherche à capter. C'est cette, comme je disais tout à l'heure, cette narration implicite, mais qui n'est jamais définie et qui permet à chacune et chacun de s'investir d'une façon personnelle dans l'image et de retirer leur propre histoire, en fait. Et je ne cherche jamais, comme Hopper, je crois, à dicter une narration, parce que ce serait piétiner sur l'espace privé de l'imaginaire de chacun. Je cherche juste à l'activer, cette mécanique de rêve, d'imaginaire, de narration, que chacun se raconte une histoire, même si elles sont radicalement différentes. C'est ça que je cherche
à inviter les gens à faire. Et là où c'est palpable, Mike, c'est parce que dans vos personnages, précisément, en fait, on trouve une certaine neutralité. J'ai presque envie de dire que vos personnages sont un peu ambigus. Oui. C'est-à-dire qu'on a la sensation, finalement, que ce personnage, il est un peu sans expression. Ouais. Et je pense que c'est peut-être pour mieux y rentrer à l'intérieur. Complètement. Et peut-être pour mieux s'identifier à la scène qui pourrait être une scène qu'on pourrait nous-mêmes vivre, en fait. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est un ressentiment assez fort. Et j'ai vraiment eu cette perception. Et je pense qu'à la lecture de vos différentes œuvres, on a ce ressentiment. C'est-à-dire qu'on est très facilement identifiable par l'un des personnages. Ouais. Et on peut très vite y rentrer dedans et finalement s'inventer son propre ressentiment. Et l'autre lien que je trouve avec le cinéma, c'est qu'on a souvent l'impression qu'il y a un avant et un après. Et que là, on est en train de capter un instant précis dans une action scène. fluide. Une scène. Comme si... mais ce qui est intéressant, c'est que en parlant avec les gens qui regardent ces toiles, l'avant et l'après n'est jamais le même, selon la personne qui va interpréter l'image. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'évite d'avoir un regard en face, un portrait. Je préfère que le regard soit dirigé vers un ailleurs, comme si la personne fixait quelque chose qui est un peu hors champ. C'est encore une fois pour nous la possibilité de s'interroger sur qu'est-ce qu'il y a d'invisible, qu'est-ce qui n'est pas dans l'image que je propose. Et donc cette façon d'ouvrir une porte et d'inviter les spectatrices et spectateurs à rentrer dans cet univers peint, il y a une mécanique très particulière à maîtriser. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'étape d'esquisse est si importante. Parce que je passe beaucoup de temps à travailler ces détails-là. Alors on va entrer justement un petit peu dans la technique, oui. Parce que précisément, ce que je voulais juste évoquer quand même, c'était la relation, et c'est très précieux ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette relation finalement d'ouverture qui s'apparente un peu aussi à la littérature. Oui. C'est-à-dire que fondamentalement, dans l'écriture, en fait, évidemment c'est une pièce à trois cloisons. Il y en a toujours une qui permet de s'évader. Oui. J'ai la sensation que dans votre façon d'exprimer votre art, c'est un peu ce qui opère aussi. C'est-à-dire que on a toujours quand même un échappatoire dans lequel finalement on peut se projeter et s'imprégner avec ses propres expériences. Tout à fait, exactement. Je parle de cinéma, on peut très bien évoquer la littérature aussi. C'est vraiment, pour moi, ce travail que je fais est vraiment un carrefour entre les deux influences. Donc ça peut être très bien un univers visuel qui peut se prolonger dans une rêverie de chacune et chacun, mais aussi l'envie de raconter une histoire et de vraiment... imaginer ce passage écrit presque, ou dans lequel le personnage qu'on voit est en train de vivre quelque chose de particulier. Alors pour les auditeurs de la radio du cinéma, évidemment, qui sont des cinéphiles avertis, oui. On a la sensation quand même que dans votre langage narratif, on y voit quand même pléthore de scènes de films. J'imagine que vous nous évoquiez donc certaines inspirations, mais j'imagine qu'encore aujourd'hui vous consommez beaucoup de cinéma et que ça influence énormément et à la fois le sens de vos compositions, l'art de cette lumière totalement maîtrisée et qui finalement véhicule beaucoup d'émotions que l'on se réapproprie finalement chacun un peu à sa manière. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est vrai que je continue à alimenter et m'inspirer de choses diverses et variées. Notamment, je parlais d'Hitchcock et toute cette grande école de cinéma du milieu des années 1900. Oui. Mais je pourrais très bien citer pour la série Crash que je réalise des réalisateurs comme David Lynch, etc. Donc je ne veux pas que la création soit passéiste ou rester dans une nostalgie. J'évoque souvent des images dans lesquelles il y a une sorte de chronologie un peu floue. On peut ici imaginer dans les années 50 ou 60, mais il y a toujours un élément qui nous ramène au présent. Quelque chose qui nous
permettent de jouer avec le flou du temps et d'être un peu dans plusieurs époques en même temps. Pour moi, c'est quelque chose d'important afin d'échapper, et c'est très important, à ce regard nostalgique sur un passé qui serait, entre guillemets, meilleur. C'est pas du tout ma volonté, mais au lieu de ça, je cherche à travailler avec ces influences d'une autre époque, afin justement de questionner notre place dans cette histoire-là. Donc la série Crash, j'en parlais à l'instant, était pour moi un des tremplins importants pour réussir ça. Alors, Miles, on va rentrer un peu dans le détail technique avant d'évoquer ces deux actualités. D'accord. J'ai la chance, le privilège même d'être dans votre atelier, qui est un peu nu, puisque vous avez aussi des actualités d'exposition, m'avez-vous dit. Et donc, du coup, vous avez dû envoyer des œuvres à New York, en Bretagne, etc. On va l'évoquer si vous le souhaitez à la fin de l'interview. Sur le principe, quand vous êtes devant cette toile blanche, je pense que l'esquisse, vous venez de l'évoquer à l'instant, est certainement, c'est votre code de la route à vous d'un point de vue émotionnel. Tout part de là, en fait. Tout part de l'esquisse. Oui, l'esquisse est pour moi vraiment l'outil de base. C'est quelque chose que vous préparez avec quels outils? Alors, je passe plusieurs étapes. Je commence par les croquis, je cherche d'une façon très rough l'idée. Qu'est-ce que j'ai envie de représenter, quelles peuvent être les influences, les éléments clés, quelle est la lumière, comment on va donner vie à cette image. Ensuite, je passe par plusieurs étapes, j'ai envie de dire techniques, où je mets au point chaque élément, chaque détail, dans souvent plusieurs esquisses à part, que je marie, que je mets ensemble, et que je compose d'une façon presque comme un cadrage de film, en choisissant l'angle, la distance, parfois un angle qui peut être un peu surprenant, mais où chaque élément joue son rôle et se trouve à sa place. Ah, donc là, vous évaluez un peu les proportions de l'image Oui. C'est ça, d'accord. Ah oui, donc là, vous avez littéralement un discours presque de réalisateur. Oui, tout à fait. Et c'est un travail qui se rapproche certainement du cinéma, encore une fois, et qui permet à la fin d'avoir une composition qui est donc au bon format. Tout ça, c'est avant d'arriver à la toile blanche. Où j'ai déterminé le format qui est très important. Est-ce que c'est une petite composition et une grande composition? Est-ce que l'image a besoin de respirer? Est-ce que l'ampleur de ce qu'on va découvrir va nous aider à rentrer dedans? Ou est-ce qu'au contraire, l'intimité de la scène qu'on a envie de représenter nécessite un format plus petit, de façon à pouvoir avoir un dialogue en face à face presque avec l'image. Donc le format est très, très important. Une petite toile qui marche va peut-être pas marcher à un très grand format et vice-versa. Donc ça... Là, vous n'avez toujours pas utilisé de pinceau, on est d'accord? Non, on est toujours avec un crayon de papier sur papier blanc. À partir du moment où la composition est prête, je vais l'agrandir et le transposer sur toile avec un crayon, soit avec un système de cadrage, soit en projetant l'image. D'accord. Et là, j'ai la toile tendue sur châssis avec mon esquisse qui est présent dans chaque détail sur la toile au bon format. D'accord. Et c'est là où je vais commencer. Je vais passer une couche de couleur de base qui va donner une tonalité particulière à la peinture pour les premières étapes. On constate que dans votre travail, il y a une vraie chaleur, il y a on a l'impression en fait de voir des couleurs de terre, ces pubs Hermès là, qu'on voit en ce moment à la télévision. Là, je pense à ça en particulier, c'est très très chaleureux et ça véhicule des ondes très positives. Pardonnez-moi. Oui, non, vous avez tout à fait raison. Et c'est important parce que c'est vrai que cette première couleur qui peut être affirmée ou au contraire presque un gris qui va permettre de travailler les couleurs claires comme des couleurs et pas comme l'absence de couleurs. Parce que c'est vrai que quand on travaille sur une surface blanche, le blanc est déjà là. Parce que je veux travailler le blanc comme une couleur dès le début. C'est justement
point de départ essentiel pour qu'on travaille la lumière directement dès les premières étapes, en affirmant les éclairages, en ramenant la lumière là où il faut qu'elle soit vraiment très présente. Et donc, le fait de travailler sur une tonalité neutre dès le départ permet tous les contrastes et les variétés de couleurs que j'ai envie de voir dès la première couche. Il y aura ensuite 3, 4, 5 couches de couleurs qui vont venir par-dessus, où je vais mettre au point et parfois changer, parfois expérimenter, révéler des choses que j'ai envie de voir. Mais chaque étape va ramener un peu plus de couleurs, un peu plus de luminosité, un peu plus de richesse dans les nuances de couleurs. Je vais voir ce qui ne va pas, parce qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas au fur et à mesure de ce travail-là, qu'on va corriger, qu'on va travailler d'une telle façon que on finit avec l'image qu'on avait en tête dès le départ. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez peindre plusieurs œuvres en même temps pour justement faire un peu évoluer vos différentes idées de telle peinture ou telle peinture, etc. C'est quelque chose que vous faites? C'est exactement ce que je fais, oui. Et même pour moi, ça fait partie du processus qui est essentiel. Une forme de discernement, pour plusieurs raisons. Recul, Il s'agit de la peinture à l'huile, ce qui veut dire que je mets une couche de peinture, ça va mettre 3, 4, 5 jours à sécher. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est mécanique. C'est mécanique, mais c'est aussi au niveau de l'inspiration, puisque j'ai remarqué qu'en faisant cette première ou deuxième couche et en le mettant de côté, je vais revenir dessus avec les yeux neufs. Je vais pouvoir le regarder d'une façon presque objective et voir ce qui ne va pas, là où il faut travailler certains éléments, peut-être une couleur à changer. Tout ça peut être plus facilement discernable quand on revient avec un regard frais sur une image qui est en cours. Extrêmement intéressant. Donc c'est vraiment très important, et même la dernière série qui vient de partir pour les États-Unis, il y avait 15 toiles en même temps, un autre groupe 18, donc ça peut être des séries assez larges, et à chaque fois il y a cette rotation qui me permet de renouveler le regard à chaque fois sur ce qui est en cours. Là, on évoque en fait finalement une peinture traditionnelle. Donc, si je comprends bien, vous ne travaillez pas du tout avec les nouvelles technologies. J'essaie d'éviter. Une partie de la composition de l'esquisse je travaille parfois en Photoshop afin de placer les choses dans la composition et de les bouger. C'est vrai que c'est un outil qui peut être très, très précieux, mais que ce soit en peinture, en bande dessinée, j'essaie de garder ces technologies, un peu dans les marges, de mon activité. Et sans être anti-technologie, je trouve que pour moi, c'est quelque chose qui permet d'arriver aux images organiques, en quelque sorte, que j'ai envie de créer. Alors, vous voyez où je veux en venir. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle générative, en fait. Oui. Est-ce que c'est un vrai sujet pour vous? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? On a rencontré tout récemment Cyril Morin, qui est un compositeur de musique qui a vécu aux États-Unis pendant très longtemps et qui considère ça comme un outil complémentaire. En fait, il a complètement appris à vivre avec ça. Et de la même façon, quand on discute avec d'autres compositeurs, ils sont très réfractaires et ils considèrent que ça occulte complètement une partie de la création. Dans la peinture, en fait, comment est-ce que vous appréhendez cette technologie? Est-ce que véritablement c'est un contre-courant qui va s'opposer à votre travail un peu plus traditionnaliste, ou à l'inverse, c'est un véritable outil de création supplémentaire? On serait heureux d'avoir votre avis là-dessus. Alors l'IA, personnellement, je ne m'en sers pas. Mais force est de constater que ces technologies-là ont un impact très clair sur tous les métiers de la création. C'est inévitable. J'admire celles et ceux qui arrivent à travailler comme un outil. Le problème, c'est que la puissance
ces technologies font que la tentation de s'en servir comme élément créatif est très puissant, parce que c'est vrai que c'est redoutable, la capacité est incroyable. Vous avez déjà essayé, Miles? Non, pas pour réaliser les images. Ouais. Parfois, je peux demander une question par rapport à un voyage ou quelque chose comme ça, mais c'est pour mon travail de création, jamais. Mais je pense que l'impact qui se sent déjà très nettement sur la photo, notamment, va se ressentir d'une façon ou une autre dans la peinture, puisque c'est ce qu'on voit à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive dans nos professions, c'est qu'il y a une sorte de glissement vers une nouvelle façon de voir et de créer. Et que cette esthétique où l'IA rayonne vraiment devient peu à peu une référence réelle pour beaucoup de personnes créatives. Et du coup, même si ce n'est pas directement le cas, on commence à voir les images créées avec l'IA qui peuvent jouer sur notre imaginaire et devenir, qu'on veuille ou non, une influence. Donc je pense qu'on va vers une époque où l'IA sera un acteur directement ou indirectement dans la création. Et voilà, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Malheureusement, c'est là, il va falloir vous dites le malheureusement quand même. Donc, Moi, je pense que l'art est quelque chose pour moi d'humain et doit le rester. Ça a toujours été notre façon à nous d'exprimer le fond de notre vie personnelle, notre imaginaire, notre vécu. Ce sont des choses qu'un ordinateur n'a pas. Et donc, l'émotion, tout simplement, ce qui est vraiment, encore une fois, on a parlé de la lumière, mais l'émotion et cette... c'est l'émanation de tout ça. Ce fil conducteur, cet élément de base qui peut être singé par l'IA, mais qui, évidemment, n'a pas... On ne peut pas l'évoquer en étant un élément réel dans le travail réalisé par l'IA. Donc voilà, je pense que l'esthétique IA sera là, est déjà là, mais que au fond, le travail de création ne peut que être humain et doit le rester. Quand est-ce que vous allez vous lancer officiellement dans le cinéma, mon cher Miles? Parce qu'on rêverait évidemment de voir la relation qui est la vôtre entre l'image, comment dirais-je, l'environnement littéraire qui vous accompagne et cette confirmation en fait dans les salles obscures. Ça a toujours été une tentation évidemment pour quelqu'un déjà cinéphile affirmé, mais aussi l'envie d'amener cet univers qui m'est si cher à l'écran, ce serait un rêve absolu. Il existe beaucoup d'exemples. Oui. J'ai notamment eu la chance de rencontrer Enki Bilal, qui est un des exemples contemporains là, qui est passé de l'autre côté. Ouais. Peut-être que vous êtes un des prochains. J'avoue que je suis peut-être gâté par le fait que quand on fait par exemple une peinture ou une bande dessinée, on est le seul maître du jeu. Et qu'on n'a pas besoin de chercher les fonds, de subir les intempéries d'une tempête qui arrive au moment où on va tourner. On est le seul maître à bord. Et donc voilà, ça facilite énormément la création. Ce que je redouterais éventuellement dans une création plus vaste qui serait de tourner un film. Mais je pense que la bande dessinée, pour l'instant, et la création en atelier, en peinture, sont pour moi déjà très, très riches et me comblent. Miles, une question un peu plus d'ordre philosophique. Finalement, toutes ces créations, qu'est-ce que ça dit de vous? Ce que je cherche en créant ces images, c'est souvent en peinture une sorte de tranquillité, quelque chose de... C'est moment de réflexion, on arrive à passer un cap, à saisir une idée ou à réaliser quelque chose de précieux qui nous échappe normalement. La peinture nous donne cette possibilité de rentrer dans une sorte de méditation, d'être en phase avec des émotions qui sont parfois un peu mises de côté, que ce soit le bonheur, mais aussi la peur, l'anxiété. Mais
plus que ça, une bonne peinture pour moi évoque toutes ces choses en même temps. Il peut y avoir plusieurs émotions en même temps, c'est-à-dire on peut être dans un moment de sérénité où il y a malgré tout quelque chose qui n'est pas à sa place, qui nous rappelle que malgré la beauté du ciel ou la tranquillité du paysage, il y a un accident de voiture. Il y a peut-être une tempête qui gronde au loin. Il y a quelque chose qui nous ramène de cette beauté purement décorative qui pourrait être mise en scène, mais qui nous ramène à quelque chose qui nous font questionner ce qu'on est en train de voir. Voilà, je pense que c'est important de faire travailler l'imaginaire de celles et ceux qui vont regarder l'image, et non seulement de leur faire plaisir. Je pense qu'il y a une mécanique très particulière à trouver dans chaque composition pour que tous ces éléments soient là en face à face, et qu'il y a une vraie stimulation provoquée par l'image en question. J'ai sous les yeux donc une bande dessinée qui vient de sortir tout récemment, puisque là on parle du mois de mai concernant La Loterie. Oui. Alors La Loterie, c'est aux éditions Casterman. Évidemment, c'est un ouvrage particulier puisque c'est inspiré d'une nouvelle et d'une personne que vous avez bien connue, puisqu'il s'agit de votre grand-mère. Oui. Je parle de Shirley Jackson en fait. Assez paradoxalement, dans cette bande dessinée-là, les couleurs sont un peu différentes de l'ouvrage Solstice, Ouais. où là, en fait, on est dans une forme d'atténuation de chromie, corrigez-moi si je me trompe, mais ça se passe aux États-Unis, en fait, on ne va pas spoiler trop l'histoire, puisqu'elle fait référence à des choses, en particulier cette fameuse loterie, donc cette boîte particulière, et avec... on est dans un village aux États-Unis, en fait, et donc chacun va tirer son petit papier et il va se passer des choses. Bon, voilà, en fait, c'est tout particulier. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette volonté peut-être de faire ce clin d'œil familial, cette nouvelle particulière qui elle-même fait référence à des choses qu'on connaît, corrigez-moi si je me trompe, mais on pourrait penser par exemple à un texte de Maupassant. Le Horla. Oui, je pensais oui, à bien ça sûr. en particulier. Est-ce que clairement, en fait, il y a une filiation par rapport à ça, ou... Racontez-nous un Filiation. petit peu. Alors, pas filiation, mais en tout cas un clin d'œil ou une référence peut-être. Alors, je décris souvent cette nouvelle pour les Français qui connaissent peut-être moins bien, comme étant la loterie, un peu le Horla américain. C'est-à-dire ce petit bijou de littérature courte qui est lu très souvent à l'école, dans les lycées, dans les universités, comme étant un véritable exemple de littérature courte qui a cet aboutissement choquant, encore une fois, comme vous dites, on ne va pas le spoiler, oui. mais la fin vient avec une telle force et une telle violence qu'on ne s'y attend pas. D'autant plus que l'autrice, donc Shirley Jackson, écrit d'une telle façon qu'on ne voit jamais plus loin que quelques mètres devant nous, quoi. On est en train d'avancer à tâtons dans une narration sans vraiment savoir où on va. Et elle donne un minimum de détails pour qu'on soit toujours un peu dans le mystère, dans le déni, dans le questionnement. Elle maîtrise parfaitement ce langage d'une telle façon qu'on arrive à une fin qui est choquante, mais assurément, en tout cas la synthèse de cette nouvelle, on ne la voit pas arriver. Non. Ça, c'est clair. En plus, c'est tout le charme de cette histoire, puisque là, pour le coup, on parle d'une bande dessinée, oui. Qui d'ailleurs, en fait, je la trouve particulièrement enrichie, puisque derrière, en fait, il y a beaucoup d'évocations par rapport aux personnages principaux de cette histoire. Et évidemment, une évocation à votre grand-mère. Enfin, c'est très riche. On bénéficie d'illustrations. C'est particulièrement abondant, et il y a même des exemples un peu de votre travail, ces fameux, j'allais dire crayonnés, mais c'est pas crayonné, mais ça ressemble un peu à ça, en fait, qui sont après développés et qui font finalement le style de votre travail. Voilà. Donc ça vient de sortir. Peut-être que vous voulez. Oui, il y a aussi 3 textes à la fin qui parlent un peu évidemment. Du Genèse et de
le rayonnement, l'impact que cette histoire, cette nouvelle a eu sur ma grand-mère. Parce que c'est une nouvelle qui a été publiée par le New Yorker et qui a provoqué le plus grand nombre de désabonnements dans l'histoire du magazine, tellement ça a choqué le public à l'époque qui... on est au début du macartisme, juste après la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est une culture américaine qui se veut tranquille, paisible, et qui est tout sauf ça. Et en fait, elle touche un nerf qui a dû vibrer très clairement avec le public américain, parce que le courrier qu'elle a reçu par la suite de la publication était vraiment étonnant. Des insultes, des questionnements, des gens qui voulaient qu'elle donne un sens à cette nouvelle, puisqu'elle venait tellement de nulle part, en touchant la vie américaine d'une façon tellement inattendue, avec une telle violence, que les gens étaient outrés. Et donc elle a passé beaucoup de temps, des années, non pas à défendre, mais tenter de mettre en contexte cette nouvelle, qui est restée pour elle une sorte... un symbole, quelque chose qui a toujours été évoqué pendant tout le reste de sa carrière. Elle était, Shirley Jackson, l'autrice de la loterie, même si elle a écrit plein d'autres nouvelles. Elle a écrit beaucoup d'autres nouvelles, beaucoup d'autres romans d'ailleurs, mais cette nouvelle est restée vraiment un point focal pour beaucoup de gens dans sa carrière. Et c'était la raison pour laquelle je voulais l'adapter en bande dessinée. Le défi en l'adaptant, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à sa capacité de décrire seulement ce qu'on voit devant nous. Pour moi, le défi était comment traduire ça en images. Donc il fallait trouver des cadrages, et là, en revenant à ces thématiques cinématographiques, comment on cadre l'image, ce qu'on montre, ce qu'on ne montre pas surtout. Dans les regards des gens, il fallait vraiment travailler longuement sur l'ambiguïté, ils n'ont pas peur, ils ne sont pas joyeux. Parfois, il y a des scènes où ils badinent entre eux, ils blaguent un peu, il y a des échanges intéressants, toujours un peu ambigus. On sent qu'il se passe quelque chose de lourd. Mais même si on le voit, il ne faut pas qu'on comprenne trop ce qui se passe. Et pour moi, c'était un énorme défi en composant ces planches, de ne jamais laisser comprendre plus que ce qui doit être compris à cette étape de l'histoire. On va rappeler donc le titre, donc ça s'appelle La Loterie, c'est édité par chez Casterman, oui. Donc d'après la nouvelle de Shirley Jackson, d'accord, ça s'est sorti donc au mois de mai, c'est vraiment votre actualité, très bel ouvrage, merci. Un petit format mais très agréable à lire et beaucoup d'informations dans la deuxième partie. Et puis votre autre actualité, donc c'est un ouvrage un peu plus important en termes de format. Ça réunit donc les éditions Les Arts Dessinés et les éditions Correct. Oui. Les Arts Dessinés étant un ouvrage, un magazine, un mensuel je crois, ou un bimestriel peut-être, ouais, c'est ça, qui consacre donc les arts dessinés. Et ils se sont réunis pour éditer cet ouvrage. Alors pour le coup, là on est plus dans quelque chose de plus saturé en couleurs, de plus chaleureux au niveau du résultat. Les images sont des pleines pages. En fait, l'univers de la femme est omniprésent, puisqu'on y voit principalement des femmes en fait, sur chaque œuvre. Voilà. Il y a cette notion qu'on évoquait tout à l'heure de chaleur, de terre dans les couleurs, en fait. Et en même temps, on ressent cette révélation au niveau des couleurs, de la lumière des couleurs. Et c'est là où je vous ai qualifié de maître de lumière, parce que pour le coup, on a vraiment... en plus, on voyage, on se balade un peu, on part en Italie, on part à Paris, on part un peu partout. Évidemment, systématiquement, on a une référence cinématographique qui est très très présente, encore plus dans cet album-là. Donc on va repréciser le nom, Solstice, d'accord ? Ouais. Et puis on a toujours ces scènes de cinéma un peu latentes comme ça, mais dans lesquelles on peut facilement se projeter. On pourrait presque s'amuser à donner un titre de film à chaque œuvre, en fait, tant il y a une présence cinégénique dans votre travail, quoi. Ben, merci. Voilà. Et enfin, pour finir, mon cher Miles, on arrive au terme de cette interview.
Il y a 3 questions assez traditionnelles au bout des interviews. Je vais vous demander donc dans un premier temps votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique préférée. En fait, j'ai tellement de films préférés. Je pense que tous les jours, j'ai peut-être un film différent qui viendrait à l'esprit. Mais là, aujourd'hui, c'est le film d'Orson Welles, A Touch of Evil, ou La soif du mal, en français. What are you trying to do? We're trying to strap you in the electric chair, boy. Pourquoi ce film-là je pense que ça vient un peu à la fin de l'époque du film noir, et Welles a vraiment mis au point toute sa boîte d'outils et maîtrise tellement le langage du film noir qu'il y a une sorte de perfection dans les cadrages, dans la façon dont les personnages sont mis en scène, une sorte de grande simplicité qui va presque vers le surréalisme. Il est tellement habile avec le langage cinématographique qu'il arrive à marier plusieurs styles, plusieurs choses en un seul film, et je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Puis le rôle joué par Orson Welles est tellement horrible, ce personnage est monstrueux, et il y a un côté politique très actuel, malheureusement, je pense, dans ce film, qui fait qu'il reste très, très moderne. Je pense c'est un de ces films où on peut le regarder jusqu'à la fin des temps, il n'aurait jamais pris une ride. On enchaîne avec votre musique préférée. Musique de film, hein. Musique de film, bien entendu. La musique joue un rôle très important. Je commence par parler de l'importance de la musique pour moi, parce que j'écoute la musique en permanence en travaillant. J'avais cette question juste après. C'est une source d'inspiration. Oui, c'est un peu cette partie invisible du processus créatif pour moi, parce que et je sais que c'est important, parce que quand j'écoute la musique en peignant et je reviens sur la toile quelques jours plus tard, j'entends encore la musique. Donc je sais que ça fait partie de ce processus d'une façon immatérielle et éphémère, mais omniprésente. Mais pour répondre à la question, j'ai deux idées, deux inspirations ex aequo, qui seraient donc Bernard Herrmann, la musique évidemment pour Vertigo, Sueur froide. Sueur froide, Hitchcock. Qui est juste lyrique, vraiment très hypnotisant presque, qui nous transporte parfaitement. La musique joue un rôle clé dans le film et dans la narration qu'il nous propose, puisqu'il nous tient dans cette espèce de suspens entre rêve et réalité, entre l'imaginaire et le tactile. Et donc la musique est très très importante, mais je parlerai aussi de la musique du film American Beauty de Thomas Newman. Qui paraît est très très belle. Et je l'écoute souvent, presque en oubliant le film, qui est un film qui est un peu compliqué, mais la musique pour moi reste très 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 belle et très importante. Et pour terminer, donc, maintenant je vais vous demander votre réplique préférée. Alors, le réplique qui vient à l'esprit tout de suite, c'est une réplique d'Arletty dans Les Enfants du Paradis, de Marcel Carné, bien sûr. Où elle dit « Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour ». Eh bien, c'est comme ça qu'on va se quitter. Cher Miles, c'était un plaisir de faire votre connaissance, et au plaisir de vous croiser à nouveau sur d'autres projets artistiques. Merci infiniment. Merci à vous. Paris est grand, vous savez. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.